Bonjour à tous, je suis ravi de vous annoncer que le Centre d'expertise des industries créatives et de la culture ainsi que le groupe Humanité de l'école Kedge Business School lance, en partenariat avec Mola, la grande librairie bordelaise, une série de 4 conférences sur l'inclusion sociale et en particulier sur le racisme, le sexisme, la LGBT-phobie ainsi que la discrimination des personnes handicapées. Le projet Station K a été créé par le Centre d'expertise Industrie Créative Culture de Kedge Business School et la librairie Mola. Le projet mobilise de façon collaborative les contenus de la librairie Mola et la station Ozone, un des plateaux numériques les plus avancés d'Aquitaine. Le projet Station K s'inscrit dans un effort d'innovation pour la transmission des humanités. Le partenariat vise à proposer des humanités et de la culture générale pour que les étudiants découvrent et comprennent mieux leur environnement global. La diversité propre à la création et à la culture, c'est une valeur centrale pour le secteur. Le groupe Humanité se veut garant de l'inclusivité en refusant les discriminations et donc en s'attaquant à leurs origines ainsi qu'à leurs conséquences. L'inclusivité n'est pas seulement un devoir imposé par la loi ou un idéal, c'est l'élaboration d'une société ouverte à l'altérité et à ce qu'on appelle l'universalisme des différences, qui permet de vivre ensemble plutôt que de vivre à côté. C'est bien évidemment également la nécessité de promouvoir et de contribuer à la construction d'identités propres, que ce soit dans ou en dehors des normes. I am a Canadian who lives in Paris. I am a black woman. So there's a lot of different parts to my identity. Je suis gay et ancien étudiant d'école de commerce. I come from Bogota, Colombia. Je suis d'origine tunisienne. En tant que femme, as a black American woman, minority issues, diversity issues, inclusion, equity, all of that. These matters are very important to me, especially in the realm of business. Minorities are often overlooked. C'est pas du tout représenté, nos combats sont pas du tout portés. People might not notice, but they have like this sort of xenophobia comments. J'ai aussi pu voir à travers mon frère les difficultés d'intégration et les difficultés en général pour les personnes en situation de handicap mental. In my specific field of interest, theater, the performing arts in general, minority issues, diversity, inclusion are a hot topic right now for very good reason. It's not only important for us to make sure that we get a seat at the tables that are already created, but it's also important that we create our own tables. Ces dernières années, je pense qu'on a une véritable libération de la parole et une mise en lumière un peu de la différence. Valoriser nos différences et surtout d'apprendre à les connaître et d'apprendre à voir ce qu'on peut en faire ensemble. Je pense qu'il est important d'en parler, de continuer à en parler, car c'est des problèmes qui sont toujours présents. Et je pense qu'aujourd'hui, les écoles ont un véritable devoir de sensibilisation à la lutte contre la discrimination qui peuvent avoir lieu dans leurs établissements. These days, it's not so much about what you do, your action, it's almost more about what you don't do, your inaction, your indifference. That speaks a lot about who you are as a professional, as an individual. So I think it's encouraging that we get to have these discussions together, and hopefully we can put a little bit of action behind them so we make sure that we activate all of these great ideas. Tout d'abord, je souhaiterais commencer en remerciant l'école Kedge de m'avoir conviée à cette présentation, donc qui fait suite à la publication aux éditions Mola de l'ouvrage Bordeaux, La Rochelle, Rochefort, Bayonne, Mémoire noire, Histoire de l'esclavage, qui est proposé aujourd'hui dans une perspective un petit peu spécifique, puisqu'on est dans le cadre d'une conférence autour des questions relatives au racisme. Et j'aimerais, pour que vous puissiez comprendre comment est né ce projet, le restituer un petit peu dans son contexte. L'un des enjeux quand on est historien, c'est d'avoir des financements pour ses recherches. Et parmi ces financements, il y a des financements qui sont accordés par la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, on a décidé de mener un projet dans le cadre régional. C'était juste au moment où la région Nouvelle-Aquitaine a été formée. Et l'une de nos interrogations était de dire qu'est-ce qui, dans une région où on a d'un seul coup collé des départements ensemble, peut faire unité. Et là, l'historien a des réponses à apporter. Qu'est-ce qui peut faire sens dans une région comme celle-ci? Et notre réponse, c'était le rapport aux Outre-mer. Ou en tout cas, notre idée, c'était de développer le concept selon lequel le rapport aux Outre-mer était quelque chose de constitutif
pour la région Nouvelle-Aquitaine. À partir de cette idée-là est donc né le projet NAOM, la Nouvelle-Aquitaine et les Outre-mer. Et parmi les thèmes au sein du projet NAOM, on s'est dit qu'il fallait questionner le rapport à la traite négrière et à l'esclavage. Pourquoi questionner le rapport à la traite négrière et à l'esclavage? Pour une raison simple, c'est une question difficile, c'est une question particulièrement sensible pour les populations de la région, et c'est une question qui donne lieu à des assertions parfois hasardeuses, parce qu'elles sont imprégnées de bien d'autres choses que de soucis historiques. Et là, on tombe tout de suite sur deux termes que vous avez dans le titre, mémoire et histoire, et je vais revenir un petit peu sur la question du rapport de ces deux termes. Donc, ça nous a semblé utile de poser de manière ferme la question du rapport de cette région avec la traite négrière et avec l'esclavage, qui sont deux choses intrinsèquement liées, mais qui sont deux choses différentes. Le point original de cet ouvrage, c'est d'embrasser la question à l'échelle régionale. Généralement, quand on traite c'est qu'à dire de la traite négrière ou de l'esclavage, c'est sous l'angle, par exemple, d'une monographie portuaire. Typiquement, vous connaissez peut-être le livre Bordeaux, port négrier, où vous avez exactement la même chose pour La Rochelle, et vous avez après, sur l'esclavage, des études de type l'esclavage à la Martinique, l'esclavage à la Guadeloupe, l'esclavage à la Réunion, ou des études encore plus spécifiques sur un certain nombre de terres. Nous, le but, c'était de dire on va dépasser ces études portuaires uniquement pour poser cette problématique à l'échelle d'une région. Parce que poser la problématique à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, c'était mettre en confrontation 4 ports, ceux que j'ai énoncés, et 4 ports avec ce que je pourrais qualifier de profils négriers et esclavagistes différents. Juste pour vous donner quelques jalons historiques, vous avez par exemple le port de La Rochelle. La Rochelle s'est lancée dans la traite négrière très tôt. On a trouvé, par exemple, des signes de premières expéditions dès le XVIe siècle. C'est extrêmement précoce, d'autant plus précoce que, pour vous rappeler, au XVIe siècle, la France n'a pas encore d'empire colonial. Mais elle fait déjà de la traite pour les colonies espagnoles. Donc, La Rochelle se lance très tôt dans la traite, continue, je dirais à un rythme non pas régulier, mais continue à un niveau moyen à faire de la traite au XVIIe, au XVIIIe siècle, et commence très tôt à avoir des plantations aux Antilles. Il y a un certain nombre de rochelais qui vont s'implanter pour avoir des propriétés qu'ils font mettre en valeur par des esclaves. Ça, c'est un premier type de profil, c'est un port qui compte. Ça fait partie des 10 principaux ports négriers français, excusez-moi. Deuxième profil, Bordeaux, celui que vous connaissez peut-être le mieux. Bordeaux a un profil très différent. Pendant longtemps, Bordeaux n'est pas vraiment un port négrier. Bordeaux se lance dans la traite négrière au XVIIIe siècle à un rythme, je dirais, petit. Qu'est-ce qu'on appelle un petit rythme? C'est 1 à 2 expéditions par an. Et puis, ça monte, 5, 6. Et par contre, il y a une accélération extrêmement forte sur la fin du XVIIIe siècle, où là, on dépasse aisément la 20aine d'expéditions par an. Donc, un profil négrier réel, mais qui commence beaucoup plus tardivement. En revanche, là où Bordeaux a un rapport avec l'esclavage, c'est par le biais du trafic en droiture. Qu'est-ce qu'on appelle le trafic en droiture? Alors, vous connaissez plutôt le trafic triangulaire, celui qui fait la métropole, l'Afrique, les Antilles. Ce qu'on appelle le trafic en droiture, c'est la métropole, les Antilles. Pourquoi Bordeaux se lance là-dedans? Simplement parce que c'est plus simple, c'est plus rapide, et le revenu est plus régulier et plus sûr. Donc en fait, ils envoient des productions de l'arrière-pays aux Antilles, ils les vendent aux Antilles, et en échange, ils achètent des denrées produites par des esclaves, c'est dans ce sens-là qu'ils se rattachent à l'esclavage, et ils rapportent ces denrées dans la métropole où ils les revendent après ailleurs en Europe. Donc Bordeaux, un port extrêmement lié à l'esclavage, durablement. Il y a plein de Bordelais qui sont propriétaires aux Antilles, à Saint-Domingue, à la Guadeloupe, etc. Et un profil traite négrière
plus tardif, mais extrêmement puissant sur la fin du siècle, qui là aussi le hisse dans les rangs des 10 premiers ports négriers français. Rochefort et Bayonne, ça vous surprendra sans doute beaucoup plus. Bayonne, ce serait ce qu'on peut appeler un gagne petit de la traite, c'est-à-dire un port qui s'y est associé, mais seulement avec quelques expéditions. Et il y a quelques Basques qui ont des propriétés aux Antilles, donc un profil différent, celui du petit port qui fait un peu de traite. Et Rochefort, profil très particulier, parce que Rochefort, c'est un arsenal, donc un port militaire, de construction militaire, mais c'est surtout ce qu'on appelle l'arsenal des colonies, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de productions destinées aux colonies françaises qui sont rassemblées à Rochefort, et toute la logistique, en fait, part de Rochefort. Et Rochefort a un rôle, en fait, de protection, en partie, du commerce négrier, a aussi monté quelques expéditions en partenariat, en fait, avec La Rochelle. Vous apercevez que c'est des Rochelais qui sont allés à Rochefort pour monter des expéditions, etc. Et puis surtout, la raison pour laquelle on a voulu étudier ça à l'échelle régionale, ça c'est plus spécifiquement le chapitre dont je suis responsable sur l'argent de la traite, c'est pour montrer que la traite négrière, c'est pas seulement une affaire de port qui arme en traite. Quand vous considérez le poids économique que peuvent avoir des questions comme la traite négrière, comme l'esclavage, vous vous apercevez que vous ne pouvez pas juste considérer l'argent gagné au moment où vous vendez un captif. Vous vous apercevez qu'en amont, par exemple, il a fallu des navires pour aller faire la traite négrière. Et ces navires, ils sont construits à Rochefort, ils sont construits à La Rochelle, ils sont construits beaucoup à Bayonne. Donc tous les gens, finalement, qui travaillent dans la construction navale destinée plus ou moins directement pour la traite, ils touchent une part du bénéfice indirectement. Tous ceux qui vont assurer l'avitaillement du navire. Quand vous partez pour un voyage de traite, c'est 18 mois de durée totale. Donc il y a toute une partie de vos provisions que vous embarquez avec vous, bien évidemment. Et bien, ça fait vivre les gens qui produisent du biscuit de mer, ça fait vivre les gens qui fabriquent les salaisons que vous embarquez, et puis ça fait vivre aussi tous ceux qui fabriquent la cargaison de traite, c'est-à-dire tout ce que vous utilisez pour aller acheter des captifs. Alors, contrairement à certains lieux communs qui, j'ose espérer, circulent beaucoup moins aujourd'hui, on n'achète pas des esclaves avec de la verroterie ou des choses qui coûtent rien. Ça, il faut arrêter, c'est juste dû à un contresens sur le terme de pacotille. La pacotille, à l'époque, ça ne désigne pas quelque chose de peu de valeur. Au contraire, on achète des captifs d'abord avec des fusils. Pour une raison simple, c'est que ces captifs, ils sont issus des guerres qui ont lieu sur le territoire africain, que pour mener ces guerres, il faut des fusils. Donc on va acheter avec des fusils, on va acheter des captifs avec des tissus de grande qualité, on va acheter ces captifs avec ce qu'on appelle des coris. Je ne sais pas si le terme vous est familier. Les coris, c'est des petits coquillages, ça sert en fait de monnaie, tout simplement. Donc là aussi, il ne faut pas juste imaginer qu'on achète avec des coquillages. Hein. C'est une forme de monnaie. Donc vous voyez un certain nombre de produits de valeur. Et ces produits-là, eh bien, par exemple, à Bordeaux, vous avez des marchands, des négociants qui, sur la place, se font une spécialité de ce type de commerce. Ils achètent dans plusieurs régions d'Europe, voire du monde, ce type de marchandises qu'ils stockent à Bordeaux dans des entrepôts et qu'ensuite ils vendent aux personnes qui ont décidé d'armer des navires en traite. Et donc, vous avez toute une économie régionale qui vit de la traite négrière et qui vit aussi de l'esclavage. Parce que ce qui, par exemple, fait la fortune à Bordeaux, ce sont les plantations. Alors là, le grand débat aujourd'hui, notamment autour du rapport de Bordeaux avec l'esclavage, c'est de dire Bordeaux n'a pas vécu de la traite, etc. Ou au contraire, le camp opposé dit Bordeaux a gagné énormément d'argent dans la traite. En réalité, il faut poser le problème un peu différemment. Bordeaux a surtout gagné beaucoup d'argent avec l'esclavage. Parce que clairement, qu'est-ce qu'ils vont chercher aux Antilles? C'est le sucre, le café, le tabac,
l'indigo, mais surtout le sucre. Ce sucre, évidemment, il est produit grâce à la force de travail des esclaves. Vous avez des Bordelais qui vivent à Bordeaux et qui ont des propriétés aux Antilles, sur lesquelles il y a des esclaves. Donc là, clairement, le rapport entre Bordeaux et l'esclavage, il est parfaitement établi et les sommes que ça rapporte sont considérables. Alors, le but de ce livre, c'était justement de faire, dans toute la première, deuxième partie, le point sur ces questions-là. C'est-à-dire reconstituer tout ce que c'est qu'une cargaison, tout ce que c'est, une navigation circuiteuse, comme on dit, le circuit de la traite négrière. Et on pose justement comment se fait l'organisation de ce circuit. D'où est-ce qu'on part? Jusqu'où est-ce qu'on va? Comment est-ce qu'on achète des captifs? Alors j'insiste sur le terme de captif et pas d'esclavage, d'esclaves. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais dans les interprétations qu'on a aujourd'hui, il y a beaucoup de choses en effet qui ont évolué quant au choix du vocabulaire. Donc on achète des captifs, on constitue une cargaison, ensuite on lui fait traverser l'Atlantique avec des taux de mortalité, là aussi c'est une question qui est souvent posée, qui sont de l'ordre de 15%. 15% pour les captifs, c'est à peu près le même taux de mortalité pour l'équipage. Simplement parce que la traversée est vraiment le moment le plus compliqué de ce circuit. Et une fois qu'ils arrivent aux Antilles, ils vendent les captifs par petits lots ou par lots plus gros, sans considération des familles, des liens d'amitié, etc. C'est vraiment en fonction des desiderata de l'acheteur. Ces captifs, ce sont très majoritairement des hommes, mais vous avez aussi quelques femmes, quelques enfants. Essentiellement des hommes, tout simplement parce qu'on cherche une force de travail. Le travail dans les plantations de canne à sucre est évidemment extrêmement pénible physiquement. On vend ces captifs qui, là, évidemment, rentrent vraiment sont déjà esclaves à bord, en fait, mais deviennent donc esclaves sur ces plantations. Et avec les sommes qu'on en retire, on achète des produits coloniaux qu'on ramène en métropole. Ce qui veut dire qu'en fait, vous faites des bénéfices à toutes les étapes du circuit. Vous achetez des esclaves, quand vous les revendez, vous faites un bénéfice. En rachetant des marchandises coloniales, vous faites un bénéfice. Vous revenez en métropole, vous vendez les marchandises, vous faites un bénéfice. Et après, vous les réexportez ailleurs en Europe et vous refaites un bénéfice. Ce qui nous amène aussi à un chapitre où on essaye d'évaluer ce que peut rapporter la traite et l'esclavage. Et c'est là que les historiens ont beaucoup de mal à tomber d'accord. Pour une raison simple, c'est que calculer un taux de rentabilité, par exemple, de la traite négrière, c'est quasiment impossible. Et puis surtout, ce serait, je dirais, c'est pas mensonger, mais ça vous donnerait une fausse impression. Tout simplement parce que l'une des caractéristiques des expéditions en traite négrière, c'est que vous pouvez tout gagner ou tout perdre. C'est-à-dire que ça peut être un taux de rentabilité de 100 à 150% sur certaines expéditions. Et sur d'autres, vous pouvez y laisser tout ce que vous avez investi. D'où, derrière, en réalité, tout un circuit commercial avec des solutions qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une expédition négrière, vu les fonds que ça demande, ça fonctionne avec des parts. Vous divisez le navire en autant de parts et ça permet à des gens d'investir. Ce qui interroge aussi sur ce qu'on appelle un négrier. C'est quoi, finalement, un négrier ? Est-ce que c'est l'armateur qui monte l'expédition? Est-ce que c'est quelqu'un qui a mis de l'argent dans l'affaire? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un titre ou un autre en tiers profit? Là, on a des termes à interroger. Et donc, une fois qu'on a vu ces éléments-là, on a porté dans l'ouvrage un regard sur ces populations dans les espaces coloniaux, en confrontant d'un côté les maîtres,
pour savoir à qui on avait affaire. Et c'est là que vous apercevez qu'il y a beaucoup de populations issues de la Nouvelle-Aquitaine, de Bordelais, de Rochelais, de Bayonnais, qui sont allés s'implanter, qui ont des propriétés avec des esclaves. Certains, c'est des petites propriétés avec moins d'une cinquantaine d'esclaves. Une grosse sucrerie, ça peut monter à 250, 300 esclaves sur ces propriétés. Et donc, évidemment, on consacre tout un chapitre à ces populations esclaves. Quel est leur statut aux colonies? On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Comment elles sont traitées? Quel est leur travail? Mais, et je crois que c'est l'intérêt aussi de ce livre, c'est que finalement, les questions liées au travail des esclaves, à la pénibilité, etc., sont des choses aujourd'hui relativement bien connues. Ce qu'on veut montrer aussi aujourd'hui, c'est que les esclaves, c'est pas juste une force de travail qui pense pas, qui a pas de sentiments, etc. Aujourd'hui, on s'applique à faire l'histoire de ces populations noires pour essayer de voir le type de vie qu'elles essayent de développer. Alors, autonome, ce serait un terme bien trop fort, mais vous voyez qu'ils arrivent à avoir un embryon de vie familiale. Ils ont une foi catholique, qu'on essaye aujourd'hui d'étudier. Ils arrivent à développer un semblant d'activité, là aussi sociabilité, ce serait un bien grand terme, mais en tout cas une vie à eux, à côté de cette vie consacrée, vouée au travail. Et puis bien sûr, le livre met en mémoire la diversité des conditions des esclaves dans les colonies, parce que c'est pas la même chose d'être un esclave qui coupe la canne à sucre ou ce qu'on appelle un esclave de maison, qui finalement en termes d'activité a un travail qui ressemblerait à celui d'un domestique en métropole. Alors son statut est évidemment très différent, mais en termes de type de travail, c'est pas si différent. Et puis l'ouvrage met aussi en lumière un élément intéressant qui est l'une des pistes actuelles de travail, c'est la présence des populations noires en France. Alors ça, c'est quelque chose qu'on commence à bien connaître, qui y a normalement la législation, c'est de dire qu'il n'y a pas d'esclaves en métropole. En quelque sorte, le sol de la métropole rendrait libre. Sauf qu'en réalité, si vous allez faire un tour au musée d'Aquitaine, vous allez voir un certain nombre de tableaux, c'est assez typique du XVIIIe siècle, d'une bourgeoise ou d'une noble, très bien habillée, etc., avec à côté d'elle, généralement c'est un enfant noir, qui porte un collier d'esclave. Ou, à l'inverse, vous avez de jeunes enfants blancs avec une nourrice noire à leur côté. Donc il y a bien une population noire, une population de couleur en France dès cette époque-là. Et ça fait partie donc des choses qui sont présentées ici, puisqu'on étudie l'ambiguïté de leur statut. En réalité, ils restent esclaves. On étudie pourquoi ils sont là, alors un certain nombre comme domestiques, mais d'autres ont aussi des activités comme cuisinier, par exemple. C'était l'une des grandes modes au XVIIIe siècle d'avoir un cuisinier créole chez soi, donc créole né aux Antilles. Donc il y a aussi cette forme de présence liée à un goût du luxe qui se traduit par un goût de l'exotisme. Et donc, en gros, pour dire les choses familièrement, c'est du dernier chic d'avoir un esclave noir et un cuisinier créole. Donc, on s'intéresse aussi à ces questions-là. Donc, toutes ces parties-là, on est du côté, vous l'avez compris, de l'histoire. Mais le but du livre, c'était aussi d'aller vers les questions de mémoire. Parce que ces questions, et c'est aussi l'intérêt de la conférence d'aujourd'hui, elles ont une résonance forte dans les situations actuelles. Je ne développerai pas outre mesure, mais je vous renvoie à ce qui s'est passé il y a quelques semaines ou quelques mois, le débat sur les statuts des Boulonnais, la position à Bordeaux de plaques. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des noms de rues qui ont des noms de personnes ayant participé à la traite négrière, qui sont accompagnés de plaques explicatives, etc. Donc tout ça montre que ces questions-là ont une résonance évidemment très forte
dans la société actuelle. Et c'est quelque chose qu'on a voulu évoquer ici à travers 4 types d'approches. La première, une approche politique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui la politique de la mémoire à Bordeaux, à La Rochelle, comment notamment les mairies se sont ou pas emparées de ces questions-là. Est-ce qu'elles s'en sont emparées? Quand est-ce qu'elles s'en sont emparées? De quelle manière? Pourquoi? Quel est, au milieu de tout ça, le rôle aussi des associations qui portent ce désir de mémoire? L'autre façon d'étudier ces questions de mémoire, c'est de le faire sous l'angle de la politique muséale. Je vous renvoie, pour les Bordelais, tout simplement aux salles XVIIIe siècle du musée d'Aquitaine. Et c'était un plaisir pour nous, justement, d'avoir pour rédacteur de ce chapitre François Hubert, qui a été le directeur du musée d'Aquitaine et celui, justement, qui a mis en œuvre les salles relatives aux Antilles. Et puis, étudier la mémoire, c'est aussi très clairement étudier comment on enseigne aujourd'hui la traite négrière et l'esclavage, comment on l'enseigne en Nouvelle-Aquitaine. Quelles sont les difficultés qu'il peut y avoir à enseigner ces questions selon le type de public auquel on s'adresse. Là, on a un certain nombre d'enjeux. Depuis quand on enseigne ces questions-là et de quelle manière? Et de manière très étroite, évidemment, on a dédié un chapitre sur les sources de la traite négrière et de l'esclavage. Alors là, c'est un peu le retour de l'historien, mais on ne peut pas enseigner ces questions sans avoir des documents originaux, etc. C'est des choses aujourd'hui, l'enseignement a évolué ces dernières années sur la façon d'enseigner et de transmettre l'histoire. Maintenant, on le fait beaucoup à partir de documents, et notamment de documents originaux, pour faire réfléchir les élèves sur ces questions-là, de l'école primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Donc voilà un petit peu en quoi consistait l'ouvrage, en quoi consistait notre projet. Et je vous l'ai dit, c'est parti au départ d'un projet région dans lequel on avait inscrit ça. Et puis un jour, j'ai eu le plaisir de croiser Denis Mola et d'évoquer avec lui ce projet-là. Il m'a dit, mais moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc on s'est aperçu qu'il y avait ici une convergence d'intérêts, et il nous a vraiment laissé carte blanche pour faire ce livre. Donc ce qu'il voulait, et c'était aussi notre souhait, c'est d'en faire un ouvrage éminemment universitaire. Je vous laisserai regarder la composition de l'équipe. Une équipe régionale, il y a des Bordelais, mais pas seulement. Donc quelque chose qui soit universitaire, entre guillemets, de contenu, mais pas spécifiquement à destination des universitaires. C'est-à-dire, ce qu'on veut faire, c'est quelque chose d'accessible, mais de solide scientifiquement, pour essayer d'arrêter d'opposer systématiquement histoire et mémoire, et pour proposer un contenu scientifique solide sur lequel on puisse construire la base d'un dialogue. J'ai déjà trop parlé. Je pense que, en tout cas, je l'espère, ce que je vous ai présenté pourrait susciter des questions. Et donc, je reste ouverte à vos interrogations. Merci pour cette présentation. Moi, j'aurais une question peut-être sur le Code noir et ses enjeux aujourd'hui. Vous avez évoqué les plaques commémoratives coloniales dans Bordeaux, par exemple. Donc voilà, si vous pourriez répondre. Alors en effet, quelques éléments. Quand vous regardez les débats autour des statuts, des boulonnais, etc., vous avez peut-être vu que l'une des cibles était notamment Colbert, qui était nommément désigné comme ayant encouragé l'esclavage, etc. Et parmi ces cibles-là, il y avait le Code noir. Alors brièvement, le Code noir, qu'est-ce que c'est? C'est un texte législatif qui date des années 1680 et qui établit le statut des esclaves dans les colonies antillaises.
Alors au départ, c'est les colonies antillaises. Vous aurez beaucoup plus tardivement l'équivalent, par exemple, pour les Mascareignes, mais là, il faut attendre les années 1723, si je me souviens bien. Pour une raison simple aussi, c'est que la colonisation des Mascareignes a commencé beaucoup plus tardivement. Ce code noir, il précise donc la condition des esclaves dans les colonies. Et il y a eu un débat mémoriel extrêmement vif, parce que l'une des interprétations était de dire que le code noir établissait en quelque sorte la base de l'oppression des populations esclaves dans les colonies. Et c'est là toute la difficulté en fait de l'historien, si vous regardez un petit peu les positionnements à la télé, c'est que généralement on invite les historiens, mais souvent pour les mettre en opposition à ceux qui défendent la mémoire. Comme si l'historien, il était juste là pour donner tort à des gens qui sont porteurs d'une parole revendicative. Ce qui forcément, en tant qu'historien, nous met toujours dans une position extrêmement complexe, parce qu'on est juste là pour dire « Ah mais non, sur ce point-là, factuellement, vous avez tort, etc. » Alors qu'en fait, quand vous faites dans ce binôme histoire et mémoire, tout simplement, on ne parle pas de la même chose. Soyons honnêtes. Et le ressenti par rapport à la réalité historique est absolument pas le même. Et pour relier à notre thème du jour sur le racisme, etc., quand des personnes dénoncent Colbert, dénoncent le Code noir, c'est d'abord d'eux-mêmes qu'ils nous parlent, d'un malaise, d'un problème de position dans la société, de racisme actuel. Et finalement, ce qui est dit sur Colbert et sur le Code noir est très loin de la réalité historique. Typiquement, si vous regardez ce qu'il y a dans le Code noir, on vous dit que ça établit l'esclavage. En réalité, l'esclavage, il existe déjà, très largement. Le Code noir, il est là tout simplement pour remplir un vide juridique. Et l'historien est là pour contextualiser l'approche. Si vous regardez bien, Colbert, c'est un maniaque de la législation. Sous Louis XIV, il a refait l'ordonnance civile, l'ordonnance criminelle, le code des eaux et forêts, etc. Donc, il y a une logique législative systématique dans laquelle s'inclut le Code noir. Pourquoi est-ce qu'il y a le Code noir? Parce qu'il remplit un vide juridique, c'est-à-dire qu'il y a une situation de fait. L'esclavage existe avant lui, mais il n'y a rien qui encadre le statut des esclaves. Est-ce que le Code noir est favorable à l'esclavage ou favorable à l'esclave? La formulation vous semblera sans doute polémique, c'est dans ces termes-là qu'elle s'est posée. De fait, vous avez un certain nombre de dispositions dans le Code noir qui vont dans le sens d'une protection de l'esclave par rapport à son maître. C'est indéniable, ça établit un certain nombre de responsabilités de la part du maître sur la quantité de nourriture à fournir à l'esclave, sur les vêtements à lui fournir, sur la nécessité de le baptiser, la nécessité de l'éduquer, etc. Voilà. De fait, ça existe. Est-ce que c'est fait pour protéger l'esclave? C'est là qu'on rentre dans le domaine de l'interprétation. Personnellement, je pense que le souci de l'État est surtout celui de la réaffirmation de l'État. Parce que là, vous êtes dans un territoire qui est très loin de la métropole, où le binôme il est entre maître et esclave, et vous risquez d'avoir une situation où en fait les gens qui sont sur place font ce qu'ils veulent. Donc il y a une logique de l'État de réaffirmer ou d'affirmer tout simplement son emprise sur ce type d'espace en codifiant les relations maître-esclave. Et puis là, la spécialiste du XVIIe siècle que je suis vous dirait aussi que dans l'application d'une loi dans un territoire qui est à des milliers de kilomètres, la réalité de l'application de la loi pose fortement problème. C'est-à-dire qu'honnêtement, si un maître se comporte très mal avec un esclave, c'est pas le Code noir qui va changer grand-chose. Et là, il y a un travail des historiens qui est mené entre la codification et l'application de la loi sur place. Quand vous allez chercher les cas de maîtres qui sont punis
pour avoir torturé leurs esclaves, vous en trouvez extrêmement peu. Personnellement, je n'irais pas en déduire que ça n'existe pas. J'irais plutôt en déduire que c'est pas réprimé. Et que, voilà, c'est des choses qui... Mais là, il y a encore tout un travail de recherche à faire. Donc voilà quelques éléments sur le code noir. Bonjour. Vous aviez parlé d'une résonance particulière qu'avait la mémoire aujourd'hui dans notre société. Est-ce que, selon vous, la mauvaise transmission de la mémoire historique ou la trop faible transmission de cette mémoire peut-elle nuire à notre société aujourd'hui et plus particulièrement à la construction identitaire des Français noirs en France? Alors là, dans votre question, il y a déjà plein de termes, vous avez compris, qui sont chargés de sens entre mémoire, entre histoire, entre construction identitaire de certains groupes de la population. Donc, nous, quand on s'est lancé dans cette entreprise, je ne vous cacherai pas qu'on l'a fait en réfléchissant beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, un historien qui travaille sur l'histoire de l'esclavage, forcément, il s'expose à un certain nombre d'enjeux, de questions, ça va être débattu, et ça peut être assez violent en termes d'échanges. Donc il faut en avoir conscience et en même temps réussir à travailler de manière scientifique et posée sur ces questions-là. Et l'un des enjeux du livre, c'était justement de dire on va tâcher d'établir une base scientifique solide pour qu'ensuite, il n'y ait pas de malentendu sur ce qui va se transmettre. Par exemple, sur le Bordeaux port-négrier. Alors, le titre était évidemment extrêmement accrocheur, mais voilà, qu'est-ce qui se cache derrière ces termes? Et puis, je crois que vous avez soulevé aussi un problème essentiel, c'est celui de la transmission. Qu'est-ce qu'on transmet, et notamment via l'enseignement, qu'est-ce qu'on transmet sur les questions de traite négrière et d'esclavage. Et là, il faut bien se rendre compte que depuis ces 20 dernières années, on a considérablement changé. Alors, je ne dis pas qu'autrefois, ces questions-là n'étaient pas enseignées, mais ont été enseignées par d'autres biais. Par le biais des rivalités franco-anglaises, par le biais de l'empire colonial, mais désormais, notamment avec la loi Taubira, la question de l'enseignement des traites négrières et de l'esclavage est devenue un chapitre spécifique dans l'enseignement. Après, en effet, si on veut faire la passerelle avec les questions de racisme aujourd'hui, etc., il faut s'interroger sur ce qu'on transmet et la manière dont on le transmet. Si vous faites le palmarès de tous les chapitres qu'il y a en histoire et de ce qui concerne l'Afrique, vous apercevez que jusqu'à récemment, ça arrive finalement dans le programme relativement tardivement, et ça arrive par le biais de l'esclavage. Comme si la population noire n'existait dans ce type d'histoire que lorsqu'elle est esclave. Et déjà, on a commencé un travail dessus pour remplacer le terme d'esclave par celui de captif. Ce qui renvoie à... Enfin, l'idée, c'est de ne pas essentialiser, quoi. Le noir n'est pas par nature esclave, comme ça aurait pu donner... c'est le sentiment qu'on pouvait avoir dans certains chapitres. Par ailleurs, ces esclaves, là aussi, c'est des évolutions qu'on a actuellement, ne sont plus représentés comme une sorte de force de travail docile. On accorde beaucoup plus d'importance à toutes les révoltes contre ce système émanant des populations noires. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de faire une histoire de l'abolition comme une sorte de grâce accordée par l'État. Ce qu'on voit très bien, c'est que l'une des raisons qui ont accéléré la décision, c'est la révolte de Saint-Domingue, où là, c'est la population noire qui s'est rebellée et qui a contribué très fortement à ce que l'esclavage soit aboli sur ce territoire. Donc là, vous avez des enjeux sur lesquels on est en train d'évoluer fortement. On parle de... alors ça, c'est lié aussi avec les évolutions qui viennent cette fois-ci de l'école américaine, mais on ne parle plus des populations d'esclaves, mais de populations esclavisées. C'est un néologisme, mais ce serait l'équivalent français de réduit en esclavage, ce qui est différent de population esclave.
Donc là, en effet, sur ces questions de transmission, de rapport entre mémoire et histoire, il faut être extrêmement précautionneux. Il faut peser les mots pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Alors, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Je vous remercie pour votre exposé très éclairant. Vous avez anticipé un certain nombre de questions sur la fin, notamment sur les politiques mémorielles et les précautions qu'on doit prendre pour transmettre un message, notamment aux plus jeunes, sur ces questions douloureuses. Éventuellement, je voulais vous demander, on entend beaucoup des dimensions de mémoire comme réparation ou une sorte de prérequis pour un meilleur vivre ensemble. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est-à-dire reprojeter la question de l'esclavage et de la question noire dans sa dimension la plus sombre et comment répondre aux personnes qui sont en exigence de réparation. Est-ce que vous pensez que les politiques mémorielles vont vers ce sens ? On entend aussi ce terme de repentance, ce genre de termes. Comment ça résonne par rapport à votre travail ? Alors, c'est une question qui est évidemment extrêmement sensible pour l'historien, qui se retrouve parfois sur ces questions-là comme un poisson hors de l'eau, parce que, vous l'avez compris, moi, dans mon travail d'historien, ça consiste à aller chercher des documents, à établir factuellement des choses, à les croiser, etc. Donc, quand on entre sur des questions de réparation ou de repentance, je dirais que c'est plutôt un réemploi du travail que nous, on a fait par d'autres personnes. Réparation, je dois avouer que je suis, à titre personnel, assez démunie sur ces questions-là. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle réparation ? De quelle nature ? Envers qui, finalement ? Est-ce que c'est envers les descendants, envers les États africains ? Ça croise aussi des problèmes qu'on entend actuellement, par exemple, de restitution de certaines œuvres d'art qu'on a dans des musées français. Est-ce qu'il faut les rendre aux États d'où ils viennent ? Donc ça, c'est des questions qui évidemment, pour l'historien, sont complexes. Moi, je dirais que la réparation, elle est d'abord de l'ordre de la reconnaissance de l'existence de cette histoire. Et là, pour le coup, personnellement, je me retrouve plus sur mes bases. C'est-à-dire que je crois que la première démarche, c'est d'abord de connaître cette histoire. Et pour ça, mais on le voit apparaître dans un certain nombre d'institutions, il faut des moyens. Alors je plaide pour ma paroisse, mais pour faire ce type de livre, pour faire ce type d'enquête, il faut des moyens, il faut du temps, il faut pouvoir se rendre dans les dépôts d'archives pour travailler, etc. Et puis derrière, il faut des moyens pour publier cette mémoire. Alors là, par exemple, c'est un livre, mais c'est la même chose sous forme de vidéo, sous forme de création de parcours, par exemple, dans les villes, sous forme aussi d'apposition de plaques, etc. Et par rapport à ce devoir de mémoire, là, c'est assez intéressant de comparer les politiques des différentes villes. Le livre, par exemple, étudie le parcours de Bordeaux en la matière, et Bordeaux, souvent, pour dire des choses familièrement, a marché sur les œufs dans ce rapport à la question de la traite et de l'esclavage. Si on compare, par exemple, Nantes a eu une démarche, mais totalement différente. C'est lié notamment au positionnement de Jean-Marc Ayrault, qui, lui, est parti du principe qu'il fallait transformer le stigmate en totem. Donc, à partir de là, ne pas éviter la question, mais plutôt, justement, l'affronter carrément, dire les choses très clairement, les montrer, et à partir de là, on renversait en fait la problématique. Donc pour moi, ces questions de repentance, etc., je pense que le terme de repentance, voilà, pour l'historien, ça ne fonctionne pas. Le travail de l'historien, c'est d'établir le fait. Après, c'est le travail des politiques de voir comment on traduit ça autrement.
Merci beaucoup. C'est absolument sur cet aspect-là que je voulais vous entendre. Un autre élément m'a interpellée sur la difficulté ou la spécificité de l'enseignement de ces questions difficiles, de l'évolution du langage, du concept, de l'approche de ces questions pour passer le message en étabbissant effectivement les faits, mais en même temps en prenant précaution à ne pas créer ce que les Américains appelleraient du disempowerment ou un sentiment d'être moins en pouvoir ou selon qu'on fasse partie d'une histoire ou d'une autre par lignée en fait. Et je me demandais si vous regardiez vous-même des initiatives d'innovation en matière pédagogique pour approcher ces questions peut-être différemment du rapport maître-élève habituel sur d'autres questions. Est-ce qu'on passe par d'autres canaux pour libérer des paroles et pour défaire aussi des stéréotypes de tous ordres sur ces questions extrêmement complexes et difficiles? Alors, c'est en effet une question passionnante. C'est pour ça qu'on a un chapitre entier qui est consacré aux problématiques de l'enseignement de la traite et de l'esclavage. Et ce que Marguerite Figeac a très bien montré, c'est que justement l'enseignement de la traite, c'est quand même quelque chose de très spécifique. Et l'une des caractéristiques, c'est que c'est comme si la traite, ça ne pouvait jamais être enseigné de façon classique. Et paradoxalement, en termes pédagogiques, c'est sur des questions de traite négrière et d'esclavage qu'on est les plus inventifs, où on a fait le plus de recherches pédagogiques pour le transmettre autrement. Alors, qu'est-ce que c'est que transmettre autrement? C'est là que les institutions culturelles régionales sont essentielles. Par exemple, le fait d'emmener les élèves au musée pour leur montrer des choses concrètes. Et c'est là qu'on se heurte très vite à d'autres types de problèmes, c'est que quand vous voulez enseigner la traite négrière et l'esclavage, vous montrez quoi? Parce que en gros, une fois que vous avez retrouvé un fer d'esclave, le fameux plan que vous avez sans doute tous vu du Brooks, vous savez, cette gravure où on voit les esclaves alignés dans un navire et rangés les uns contre les autres, complètement entassés, qui est toujours la même qu'on ressort systématiquement, parfois en oubliant de rappeler que c'est issu d'une brochure abolitionniste. Donc là aussi, dans la contextualisation du document, c'est un élément essentiel. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et là, vous regardez un petit peu ce qui existe. C'était aussi le sens de ce livre. C'est, première chose, mettre des vrais documents à disposition. Et vous avez plein de façons de le faire. Soit vous le faites sur le sensible, celui qui redonne à l'esclave son humanité. Et j'ouvre le livre, par exemple, par un récit qui est celui d'un capitaine en second d'un navire négrier, qui explique qu'est montée à son bord une captive, mais qu'il a tout de suite compris que cette captive-là, elle n'était pas comme les autres. Les autres captifs lui montraient un vrai respect, elle avait une présence, c'était... Voilà, donc il a voulu en savoir plus. Et là, il explique qu'il s'adresse à l'interprète du bord. Et là, vous avez cette petite mention très brève qui généralement peut faire mouche chez les élèves, où ils expliquent qu'ils ont un traducteur à bord, noir, pour rassurer les esclaves qui ont peur qu'on les emmène pour être mangés. Vous voyez tout de suite sur le ressenti, là on plonge dans quelque chose d'extrêmement violent et vous commencez à vous demander ce qui en effet pouvait leur passer par la tête. Vous imaginez, vous êtes capturé dans votre pays, il y a des Blancs qui arrivent, on vous met sur un navire et on ne les a jamais vus revenir, ceux qui sont partis. Donc là, vous pouvez engager quelque chose sur du sensible. Ou à l'inverse, vous pouvez engager cette réflexion sur quelque chose qui justement est extrêmement froid et déshumanisant. Et personnellement, moi j'ai toujours été extrêmement bouleversée par ces listes d'esclaves de plantation. C'est-à-dire que vous avez un document que les historiens adorent, qui s'appelle les inventaires après décès. L'inventaire après décès, c'est lorsqu'une personne décède, on fait la liste de tous les biens qu'elle possède,
et on leur donne une valeur marchande. Et vous avez la même chose dans les colonies, et vous avez la liste de donc, tout ce qu'il y a dans la maison, les meubles, etc. et tout. Puis vous avez après tout le matériel agricole de la plantation, et puis vous avez tout le bétail, cheptel, et puis sur le même plan, vous avez la liste des esclaves, avec leur nom, avec leur origine, avec leurs valeurs, si c'est un homme, une femme, un enfant, s'il a des problèmes physiques, etc. Et là, vous voyez cette espèce de voir des pages entières défiler de listing de noms avec une valeur, ça a aussi énormément de sens et ça permet d'expliquer plein de choses aux élèves. Et là, je crois qu'on pose déjà un certain nombre de choses. Très bien, je vous remercie beaucoup. C'est intéressant aussi de regarder peut-être comment finalement ces notions justement de réduction en esclavage ou quelle forme, quelle permanence éventuellement ces figures-là continuent d'avoir dans les sociétés contemporaines actuelles à un niveau global. Et donc, je pense que c'est à mon tour de parler éventuellement de racisme, qui est un pan connecté à ces discussions-là. Alors, pour moi, le racisme n'est pas un objet d'étude en soi stable, le concept sur lequel j'articule mes recherches, mais il se trouve que au travers de recherches sur la justice sociale au sens large et comment elle s'interconnecte aux questions de marché, le racisme ou les notions d'ethnicité, de race sont venus comme des éléments qui ont informé un certain nombre de terrains de recherche. Également, j'ai une double formation en sciences politiques et en management qui fait que la question du pouvoir est quelque chose de très central dans mes recherches, notamment par rapport à la justice sociale liée au genre, mais qui s'intersecte finalement avec les questions d'ethnicité. Donc, je voudrais échanger un peu avec vous sur la notion de racisme dans le contexte aujourd'hui de Black Lives Matter, évidemment avec cette actualité qui est brûlante et importante pour un des mouvements sociaux que l'on dit un des plus larges en fait de l'histoire des États-Unis en plein pandémie. Donc quelque chose d'assez significatif et qui a des réverbérations sur le reste du monde compte tenu de la puissance évidemment et de la fascination pour les États-Unis depuis le reste du monde. Et puis, éventuellement, ce que j'aimerais faire, c'est évoquer rapidement une sorte de décentrement du regard, parce que je pratique l'ethnographie et je vous ai entendu parler de Saint-Domingue, et je trouve que c'est un terrain de recherche pour moi extrêmement récurrent depuis 15 ans, où on pourra parler de racisme peut-être dans un contexte aussi sud-sud, pour décentrer de la discussion médiatique qui est souvent aujourd'hui catalysée autour de problèmes réels et importants, bien sûr, de la question notamment noire aux États-Unis, avec, on le sait, un Black Lives Matter qui rejaillit aujourd'hui avec une force très importante, mais qui n'est pas une conversation nouvelle dans la société américaine, avec un combat pour les droits civiques remarquable qui a tenté de mettre fin dans les faits à la ségrégation par le droit, mais subsiste une tension raciale extrêmement importante dans ce contexte. Donc c'est bien un déficit, si vous voulez, un déficit d'égalité de traitement que perçoivent évidemment les Afro-Américains aujourd'hui et qui sont aussi, et c'est très intéressant dans ce moment-là que nous vivons, on demande de leurs compatriotes, notamment blancs, qui sont vus comme les possédant finalement privilèges ou pouvoir, de re-questionner leurs privilèges et d'accéder finalement à un meilleur vivre ensemble si ils concèdent ces personnes en pouvoir, souvent sous la figure aujourd'hui
blanche et masculine qui semble concentrer toute la symbolique du pouvoir aux États-Unis, notamment depuis l'élection de Trump. Alors, étonnamment, dans le contexte nord-américain, la race est quelque chose qui est non seulement assumé comme concept, bien que ce soit un concept relativement flou finalement, puisque scientifiquement, il n'a pas de base réelle. Il avait été, ce concept de race promu, bien entendu, au 19e avec cette hiérarchisation, cette distinction de race. Il y aurait eu un racisme, une race biologique, si vous voulez, mais la perspective sociologique que j'ai personnellement tend à dire que finalement l'autre n'est autre que parce qu'il y a un groupe dominant qui identifie qui est l'autre, ce qui représente l'altérité, et depuis une position dominante peut être tenté d'inférioriser, voire de nier ou de renier la dimension humaine d'autres groupes humains. Donc finalement, le racisme, on pourrait le définir comme cette manière d'identifier, classer, catégoriser, hiérarchiser et délier une part d'humanité et donc d'égalité de traitement à une autre partie de l'humanité. Mais c'est nous qui décidons au final de voir en l'autre une différence un peu insurmontable ou une position de dominant ou de dominé. Alors qu'on a en psychologie des travaux qui font du racisme quelque chose qui est de l'ordre interne, psychologique, des biais que tout le monde aurait et qu'il s'agirait de combattre. En ce moment, il y a une bulle de conseil extrêmement importante aux États-Unis sur laquelle j'ai travaillé, qui sont les trainings de biais de diversité que des entreprises que vous connaissez comme Facebook, Google ou Starbucks utilisent énormément aujourd'hui dans leur formation à la diversité, avec des résultats que nous avons montrés qui sont extrêmement faibles par rapport au budget alloué, et précisément parce que en faisant une question typiquement individuelle mais pas sociétale, on en fait, si vous voulez, un moyen de parler de ces sujets, ce qui est positif en soi, avec une volonté d'essayer de contribuer à la solution par ces programmes, mais avec des résultats limités parce que finalement, l'enjeu, c'est une sorte de justice sociale, là, pour le coup, en entreprise. Et la manière dont on a essayé de théoriser, c'est en prenant les théories de justice sociale, je vous en donne 3 de manière très simplifiée, qui impactent vraiment la notion de racisme et qui explique le vécu des Afro-Américains aujourd'hui qui sont en demande de justice sociale. D'abord, il y a une théorie distributive, de justice distributive. Les Afro-Américains montrent très bien, au travers de Black Studies, qu'ils n'ont pas les mêmes chances d'accès à la santé, à la justice, à des emplois de qualité. Ils sont discriminés, ils ont un problème d'accès à un certain nombre d'activités et de possibilités d'émerger dans la société ou d'évoluer positivement dans la société. On a vu que Black Lives Matter, notamment, c'était lié à une surreprésentation carcérale des Afro-Américains aux États-Unis, avec des problèmes de violence policière, et donc l'accès à la justice, l'accès à une police aussi à laquelle on fait confiance et qu'on pense va traiter tous les citoyens américains de la même manière, est quelque chose où les Afro-Américains voient un réel déficit, évidemment. Un autre type une autre type de théories qui sont extrêmement importantes quand on parle de racisme et qui résonnent avec la situation des Afro-Américains aujourd'hui, c'est la théorie de la reconnaissance. Là, c'est la demande de respect. C'est la demande aussi de démanteler tous les stéréotypes
qui sont attachés à certaines communautés, et notamment à la communauté afro-américaine. Et si on fait le lien avec Black Lives Matter et la question de la violence policière, cette construction de l'altérité afro-américaine comme basée sur des pratiques de violence, cette imagerie de gangster, cette imagerie vraiment dévalorisante pour les Afro-Américains, qui fait une distinction par écart avec d'autres groupements ou d'autres communautés, comme il a admis de les nommer aux États-Unis, est un problème. La question aussi, par exemple, et qui fait lien avec ce dont le professeur Lemahon parlait tout à l'heure, à savoir toutes les représentations au travers de l'art, des médias, d'une forme de sexualisation, par exemple, des femmes afro-américaines, d'une représentation plus puritaine, en revanche, des femmes blanches aux États-Unis. Donc des traditions discursives, symboliques, des normes et un ostracisme, une dévalorisation aussi des types de cultures qui proviennent des subcultures afro-américaines par rapport au code des dominants et de la figure de la suprématie dite blanche aux États-Unis. Un troisième type de théorie, quand on parle de justice sociale et qui affecte les Afro-Américains dans ce moment de Black Lives Matter, c'est que on parle de théorie de capacité, notamment aux États-Unis, dans un modèle économique néolibéral très insumé, des sociétés ultra-individualistes. Cette théorie des capacités de scène, elle promeut l'idée que chaque individu a le droit à une forme de well-being, de bien-être, et que pour ça, toutes les politiques doivent équiper individuellement les personnes à affirmer, en fait, à se doter d'habilités, de capacités, notamment de défendre leur intégrité physique, d'accéder à une forme de sécurité, etc. Donc, on entend beaucoup, notamment, des mots comme l'empowerment, hein, mais c'est à un niveau très individuel. Alors, il y a des actions, bien entendu, pour essayer de empower des communautés afro-américaines pour mieux s'insérer individuellement et réussir un projet, quel que soit le projet de vie de chaque individu. Et là, on a clairement un déficit par rapport aux communautés afro-américaines, où on cite toujours en exemple des succès qui sont réels et mesurables, mais où on note un déficit d'empowerment des Afro-Américains, en particulier dans la société américaine. Toutes ces théories-là sont clairement utilisées, que ce soit par des gens qui sont dans les politiques publiques, dans le dessin des politiques publiques ou des chercheurs, mais en général, ils ont tendance à traiter ces questions en silo. Soit vous êtes un spécialiste de l'accès à de la justice distributive, soit vous êtes un militant, par exemple, des droits et de la reconnaissance, et donc de changement d'image par rapport à la question afro-américaine, par exemple. Et donc, si vous êtes dans la dimension distributive, vous pouvez, par exemple, être en faveur des quotas, vous voulez mettre des quotas, des affirmative action pour redresser une mauvaise distribution de l'accès. Quand vous êtes un militant des droits, de la reconnaissance, vous voulez promouvoir tout ce qui est beau, ou alors revenir sur les épisodes sombres pour requalifier encore une fois le pourquoi de la dévalorisation des populations afro-américaines. Quand vous êtes quelqu'un qui est plus dans une posture individualiste, vous créez des initiatives locales pour essayer d'impacter individu par individu avec des moyens pour agrandir le set de capacités ou de capacités des populations vulnérables, et c'est souvent le cas des Afro-Américains. En revanche, sur quoi on a travaillé avec une équipe qui est internationale, avec des Américains de toute ethnicité, Européens, Australiens, c'est d'essayer de mettre en dialogue ces théories et finalement
Ce qui est important pour essayer d'impacter avec l'antiracisme, c'est de comprendre qu'on peut mettre des quotas, mais si on ne travaille pas la dimension de reconnaissance en même temps, on peut produire du disempowerment. Ça veut dire que les gens vont dire, vous avez obtenu ce job parce qu'il y avait cette mesure correctrice, si vous voulez, on a mis un quota, vous avez pu accéder. Ça ne fonctionne que si, de l'autre côté, il y a vraiment une déconstruction de la dévalorisation du fait d'être noir aux États-Unis aujourd'hui et tous les stéréotypes qui y sont attachés. De la même manière, vous pouvez avoir une pratique des capabilités avec des initiatives très intéressantes, mais ce n'est pas un problème qui est purement individuel. Ça, vous le voyez par exemple en entreprise où il y a cette idée chez Facebook, par exemple, de dire il faut interrompre le biais. Ça veut dire qu'il faut avoir du courage individuellement en entreprise. Quand vous voyez qu'il y a un racisme, une situation de racisme devant vos yeux, vous devez, en tant qu'employé, interrompre ça et parler. Ça ne fonctionne que si, effectivement, il y a une autre manière plus structurelle ou collective au sein de l'entreprise, qui est de redéfinir qu'est-ce que la méritocratie, qu'est-ce qu'un bon manager, est-ce qu'il n'y a pas des critères dans la justice distributive qui devraient définir les critères de bonne performance, comme la capacité justement à faire travailler des gens de tous horizons ensemble. Et c'est la même chose à l'échelle de la nation. Donc toutes ces théories et toute initiative antiraciste ne peut fonctionner que si elle prend ces dimensions complexes en les faisant dialoguer et en prenant conscience que parfois en cherchant à résoudre avec des bonnes intentions la problématique du racisme, on se retrouve aussi avec la production de ce qu'on appelle des externalités négatives ou de nouveaux stéréotypes qui sont parfois consolidés alors que c'est cela même qu'on cherche à défaire, par exemple. Donc vous voyez que ces questions de racisme, notamment dans le contexte américain, sont extrêmement intriquées avec des problématiques économiques, sociales. Un autre rapport, si vous voulez, actuel qui se discute, et je suis sûre que pas mal d'étudiants ont dû déjà entendre ce terme, qui peut être un peu galvaudé en ce moment, d'intersectionnalité, théorie de l'intersectionnalité. Non seulement il faut croiser les théories de justice sociale et travailler main dans la main et pas en silo pour essayer de faire progresser les causes antiracistes, mais ce que nous montre Crenshaw notamment, c'est que le vécu, la phénoménologie du racisme, le ressenti réel du racisme, il diffère en magnitude et en trauma, si vous préférez, selon l'intersection de différentes réalités. Vous n'êtes pas simplement une personne afro-américaine ou noire américaine, vous pouvez être une femme, vous pouvez être de classe sociale élevée ou de classe sociale ou de population dite socio-économiquement vulnérable, et votre ressenti et la magnitude avec laquelle le racisme occupera votre vie sera absolument différente. Donc, on essaye aujourd'hui de travailler cette intersectionnalité entre catégories et de comprendre finalement que des situations qui accompagnent la condition d'être afro-américain aux États-Unis ne peut être comprise que de manière dynamique en intersectant un certain nombre de variables. Et là encore, on ne veut pas consolider, si vous voulez, des stéréotypes. Typiquement, parfois dans mes cours, je dis à mes étudiants, vous comprenez bien que si on prend Madame Obama, qui est particulièrement, qui a particulièrement réussi son parcours éducatif et professionnel, compte tenu de son rang, etc., sa perception du racisme peut être vraiment commune et elle aura vécu probablement ce que aujourd'hui dans la littérature on appelle des micro-agressions sur un racisme qui peut être ou langagier,
ordinaire, quotidien. Elle aura vécu évidemment un racisme représentationnel, de voir finalement que la représentation des femmes afro-américaines est plutôt dévalorisée. Moi, par exemple, j'ai travaillé beaucoup sur la pub et je trouve que c'est des sujets qui sont relativement en retrait. Pourtant, évidemment, le management et le marketing aux États-Unis sont des disciplines très fortes. On note pas énormément de travaux et qui concluent à une sorte de, encore une fois, de sexualisation et pas de mise en avant du savoir, etc., qui connecte plus avec l'archétype de Madame Obama. Reverso, comme on est aux États-Unis sur le côté assumé des communautés et de cette notion de race, encore une fois, qui peut être challengée et contestable selon d'où on parle et de la culture nationale d'où on provient, il y a cette notion aussi que ça peut aussi engendrer chez des populations qui sont blanches, mais qui n'ont pas un succès social, qui ont des marqueurs socio-économiques faibles, qui sont au chômage, qui sont en difficulté, une espèce d'étonnement ou qui peut expliquer ce retour vers la suprématie blanche, etc., de se dire qu'en tant que blanc, de facto, une sorte de pouvoir devrait leur être acquis, alors que les autres variables, finalement, montrent plutôt des gens qui sont plutôt démunis face aux exigences de la vie sociale actuelle. Donc, c'est des questions très importantes. La problématique de l'intersectionnalité comme théorie, qui est fertile parce qu'elle oblige à regarder la complexité des vies humaines et des groupes sociaux dans la manière dont ils interagissent, c'est pas simplement de focaliser sur la race, c'est qu'on a tendance à empiler les catégories. Or, ce n'est pas l'empilement ce ne sont pas les catégories qui sont un problème en soi. Ce n'est pas être une femme qui est un problème et qui crée, si vous voulez, le sexisme. Ce n'est pas le fait d'être afro-américain ou latino aujourd'hui aux États-Unis qui crée le racisme. Ce qui crée le racisme ou l'injustice sociale, encore une fois, c'est la captation du pouvoir par certains qui a la capacité de définir qui est autre, qui est supérieur ou inférieur, qui fait partie d'une forme d'universel et à qui on retire une part d'humanité. Et donc, c'est vraiment dans le démantèlement des mécanismes de pouvoir qu'on peut essayer de comprendre le racisme et pas en se focusant uniquement sur les catégories pour elles-mêmes, si vous voulez, et même si on les empile en reconnaissant que la classe sociale va venir modérer évidemment les questions de racisme. Là, vous le voyez très très bien dans le contexte français. Si vous prenez les meilleures écoles d'ingénieurs et de commerce, vous allez trouver des ethnicités très variées, beaucoup de gens avec une ethnicité venant de populations anciennement colonisées. Mais si vous examinez la classe sociale d'où ils viennent, la problématique aujourd'hui en France, c'est qu'à une écrasante majorité, ils ne sont pas nés en France et ils viennent de bourgeoisie de leur pays, faire des études et ils sont parfaitement acculturés et on ne parle pas beaucoup de problématiques d'ethnicité dans ce cadre-là élitiste. Il y a même un entre-soi, on va dire, qui a été montré par Saskia Saken au niveau des transnationales. Les élites ont plutôt des patterns qui matchent, si vous voulez, alors que quand on introduit la classe sociale défavorisée, là on se rend compte peu de gens qui seraient nés de milieux ouvriers ou de milieux de quartiers populaires accèdent effectivement au cercle d'élite en France. Donc soudain, l'ethnicité est regardée un petit peu différemment si vous préférez. Pourtant, et ça nous fait une transition peut-être, ce qui est intéressant dans le cas nord-américain, c'est que on voit ce drame absolu, puisque Black Lives Matter et sa magnitude montrent réellement, mais à nu, cette tension raciale quotidienne
structurelle, puisqu'on parle de racisme systémique aujourd'hui aux États-Unis. Ce n'est pas juste quelque chose de représentationnel ou d'individuel, mais les gens entendent qu'il est infiltré dans tous les pans de la société. Et pourtant, c'est le pays qui aussi offre une espèce d'espoir à beaucoup de gens qui notamment immigrent pour cette idée de melting pot, de capacité de gens venus de toutes sortes d'horizons, de vivre ensemble, mais en communauté, pas séparés, mais pouvant garder leurs spécificités qui seront respectées dans le melting pot nord-américain. Cette narration qui est encore puissante au niveau mondial trouve quand même des limites, puisque finalement cette question du racisme n'est pas tabou aux États-Unis, puisque la segmentation en race est quelque chose d'institutionnalisé, si vous préférez. Et qui montre aujourd'hui des limites dans la capacité de faire volonté de vivre ensemble. Et cette invitation forte des Afro-Américains aux personnes en position de pouvoir, et notamment celles qui ont du prestige du fait de la blancheur, de re-questionner leurs relations à leurs compatriotes. Ce qu'on note, c'est qu'il y a un décalage entre cet état de fait vraiment tendu aux États-Unis et la perception. Ça me fait penser au mur que Trump voulait ériger avec le Mexique, et de bien se rendre compte que l'immigration mexicaine, je lisais très récemment que les personnes qui arrivent depuis le Mexique aux États-Unis sont en meilleure santé quand elles arrivent qu'après un certain nombre d'années aux États-Unis. Donc, il y a une discussion qui est extrêmement positive et sonore aux États-Unis depuis longtemps, qui n'a pas peur de dire et de vouloir prendre à bras le corps la question du racisme, de nommer les choses, mais en même temps que de nommer ces choses, il y a des formes est-ce que ce sont des séparatismes ou est-ce que ce sont des réflexes de surarticuler, d'appuyer sur les différences plutôt que sur le commun qui sont en train de se produire? Non seulement il y a ces enjeux de suprématie blanche avec ces mouvements extrêmement dangereux qui sont vocaux aujourd'hui, mais on voit par exemple des confréries d'étudiants aux États-Unis où des Afro-Américains refusent l'entrée à des Blancs puisque ce sont des conversations sur le racisme qui sont tenues. Ça veut dire qu'il y a également dans la recherche dans le monde académique, par exemple, ce qu'on note, c'est qu'on trouve une formidable littérature, c'est le Black Studies, Latin American Studies, Cultural Studies au sens large, extrêmement puissantes, variées, mais qui sont en silo, encore une fois, c'est-à-dire qui sont produites par des gens qui sont souvent provenant de ces communautés-là pour parler des problèmes de leur communauté, on apprend énormément, mais ça ne traverse pas le socle de connaissances, on va dire, général. Et là, il y a une demande, par exemple, des chercheurs afro-américains de réellement, encore une fois, une justice distributive, à savoir plus de postes et de visibilité dans les postes universitaires aux États-Unis. Donc, il y a une marginalisation de ce savoir des Black Studies aussi. Il y a aujourd'hui, dans ce mouvement de Black Lives Matter aussi, des éditeurs qui mettent à disposition visibilité de manière gratuite un certain nombre de travaux, ils mettent à l'honneur tous ces travaux depuis un certain nombre de décennies sur ces questions raciales, ce qui est un élément bien entendu très important. Donc voilà, le contexte de Black Lives Matter, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit finalement que ce système de race tel que il est admis aux États-Unis a tendance aussi à s'exporter du fait de la puissance de l'aura du pays, si vous préférez, de la puissance médiatique aussi, et y compris dans nos territoires, on a tendance aujourd'hui à utiliser à la fois des vocables et des théories qui n'étaient pas particulièrement remarquées avant, où on a tendance, par exemple, à dire le terme blanc versus le terme
noirs ou beurs ou ce genre de segmentation, alors même que dans la nation française, le rapport à l'ethnicité est moins structurant dans la définition du vivre ensemble. Et donc, il y a une fascination et peut-être une conjonction de lutte un petit peu dans certains mouvements. Pourtant, on voit aussi qu'il y a un pushback de certaines conceptualisations. Je pense beaucoup à mes confrères latino-américains qui travaillent beaucoup sur le postcolonialisme ou des théories décoloniales, qui, eux, veulent revisiter l'histoire et mettre à l'honneur les théoriciens qui viennent précisément des pays latino-américains et voir que ce savoir-là devienne un savoir aussi global et partagé. Parce que ce qui se passe, c'est que les États-Unis sont extrêmement puissants en termes de publication aujourd'hui, et donc si vous voulez, la perception de la race ou du racisme nord-américain va devenir une espèce de normalisation, y compris dans le champ de la recherche. Et très souvent, les recherches qui sont faites sur d'autres territoires, y compris par des gens qui sont d'origine latino-américaine, mais avec des lunettes ou des grilles conceptuelles nord-américaines sur les territoires latino-américains, sont un peu challengées par les chercheurs latino-américains qui revisitent l'histoire telle qu'elle a été racontée en Europe et aux États-Unis, qui veulent décoloniser le savoir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. Et aussi dire plus précisément le rapport au racisme, parce qu'il existe évidemment dans toutes les sociétés humaines. Pour vous donner un exemple, personnellement, le cas de la République dominicaine m'a intéressée parce que j'avais lu des ethnographies. Et me rendant souvent là-bas, je me suis rendu compte que je ne voyais pas exactement le réel ou ce que vivaient les consommateurs, c'est comme ça que je les appelle puisque je suis chercheur en marketing, mais les individus ou la manière dont ils interagissent exactement de la même manière que mes collègues nord-américains, même lorsqu'ils étaient afro-américains ou latino-américains. Parce que je n'avais pas forcément les mêmes grilles conceptuelles et que je me définis comme une femme méditerranéenne qui regarde un peu cet espace. Et j'ai noté notamment que cette question de race revenait de la même manière qu'aux États-Unis, avec exactement les mêmes découpages de blanc, afro, etc., alors que les Dominicains, par exemple, ont 16 à 17 mots pour exprimer la couleur de peau. Rien que cet indice-là vous donne que la réalité n'est pas perçue de la même manière. Quand on vous dit cette personne noire, très souvent en République dominicaine, elle réfère à un Haïtien et pas à un Dominicain. Donc, il y a des enjeux locaux qui sont conceptualisés comme de facto nord-américains qui sont challengés, c'est intéressant. Pour revenir à la précédente présentation et pour peut-être parler de l'esclavage qui demeurerait ou qu'est-ce qui demeure en fait de pratiques très proches, notamment bien entendu l'iconique plantation, la canne à sucre. Ce qu'on voit actuellement en République dominicaine par exemple, c'est ce qu'on appelle le El Baté, qui est la plantation. Elle est habitée essentiellement par des immigrants haïtiens qui viennent y travailler pour très très peu de dollars par jour dans des conditions extrêmement difficiles. Il n'y a plus de Dominicains qui souhaitent faire ce travail, c'est le cas aussi pour la construction, mais la plantation est vraiment iconique dans cette dimension-là, avec des contremaîtres et donc une façon de faire très archaïque en termes de management par des Dominicains qui surveillent et que le travail soit accompli. Mais ces plantations appartiennent le plus souvent à des Cubains établis à Miami. Donc là, je voulais un peu mettre l'accent sur ce que je disais, à savoir que finalement, le racisme, c'est une construction sociale avec une dimension de domination et de pouvoir
de qui en position de domination peut éventuellement asservir ou organiser effectivement une sorte de distribution des rôles. Et là, on voit que la population la plus vulnérable et qui est perçue comme noire sur ce territoire dominicain et qui travaille dans la plantation, travaille avec ce corps outil, avec une injection, si vous voulez, d'argent ou de pouvoir, où le maître, là, est finalement un Cubain, un autre Caribéen, mais qui est situé aux États-Unis, qui a réussi financièrement et qui est souvent plus blanc. Donc, vous voyez qu'il y a un réseau de significations et de symboles ici qui montrent qu'il y a des réminiscences de pratiques qui continuent de jalonner et structurer un peu notre rapport aux races. Je voudrais dire aussi que comme c'est un territoire qui est aussi transnational du fait de la première destination touristique des Caraïbes, quand on regarde la littérature sur le marketing qui est fait pour amener ce tourisme de masse, on se retrouve que les mêmes thèmes, à savoir de la représentation de l'île comme sauvage, la représentation du local comme très proche de la nature, la représentation du local comme jovial et serviable, corvéable à merci, la représentation de la sexualisation, du côté unrestrained, sexuellement ouvert du local, ce sont des choses qui sont des ressorts du marketing aujourd'hui, qu'on appelle bien the 4S of marketing, les 4 S du marketing, le sable, la mer, sexe, la sexualité et le soleil. Donc, tous ces stéréotypes-là continuent de peupler les narrations finalement avec une clientèle à 60% nord-américaine qui va en République dominicaine avec cette attente-là d'une île paradisiaque où on retrouve aussi dans le management hôtelier, puisqu'il y a toute une zone touristique qui ne fonctionne pas comme le reste de la République dominicaine. Elle a sa propre police touristique. Les plages sont réputées publiques, mais beaucoup de Dominicains sont interdits de traverser. Donc, votre ethnicité vous ouvre ou vous ferme des espaces dans une dimension spatiale là. Donc, on va souvent avoir des Dominicains qui réclament la possibilité de passer par des plages qui ont été privatisées, mais qui sont de facto de par le droit des plages publiques. Et tous les resorts, tous les complexes touristiques sont des transnationaux, appartiennent, donc une forme de colonisation de l'espace touristique avec par exemple une centaine d'hôtels, vous pouvez le voir à Playa del Carmen ou Punta Cana, donc une plantation de resorts où on a énormément de main-d'œuvre très peu qualifiée, particulièrement sexualisée dans ces codes de divertissement pour les touristes, etc., etc. Donc là, ça nous redonne un exemple contemporain d'une forme de, entre guillemets, d'esclavage ou de représentation qui n'ont pas quitté l'imaginaire colonial. On va retrouver ça dans d'autres types de travaux que je fais de manière rapide, juste en guise d'exemple. On a étudié avec mes collègues la publicité, notamment liée à la mode au Brésil, où là encore, on fait une connexion avec, en reprenant la socio-histoire. Et on a retrouvé, dans les marques de luxe brésiliennes, on va avoir ce qu'on a appelé la Ice Queen, ou plus blanches que blanches, des femmes représentées dans les publicités qui sont vraiment de phénotype nordique, comme on les a appelés. Et la figure indigène où le corps noir est souvent mis en scène pour de la fast fashion et avec des codes d'inaccessibilité pour la représentation de la femme très blanche et très blonde,
versus, encore une fois, une sexualisation et un côté très accessible et accessible également en termes de gamme, hein, si vous voulez, de produits. Mais il y a aussi, là encore, une résistance qui s'organise avec des nouveaux créateurs qui veulent réanoblir la culture tropicale et le corps noir comme noble, beau, luxueux, prestigieux. Donc renverser, c'est encore une fois une notion de prestige et de domination, et du pourquoi, parce que effectivement dans la société brésilienne aujourd'hui, la question de skin capital ou le capital peau demeure vraiment en tension aussi. Je voulais vous donner un autre exemple qui me vient d'un autre terrain où je travaille sur d'autres questions au Liban, mais ce qui m'avait le plus interrogée en m'y rendant, c'était le nombre de domestiques africaines et asiatiques qui accompagnaient les familles libanaises, notamment dans les restaurants, avec des stratégies différentes. Certaines sont accueillies à table avec le reste de la famille, d'autres ne se mettent même pas à table, elles s'occupent des enfants, mais ne sont pas admises à table. Et il y a une discussion très forte aujourd'hui au Liban sur un système qu'ils appellent la kafala, qui est en fait, techniquement, ces femmes sont recueillies dans ces maisons libanaises et donc n'avaient pas de contrat de travail. Et il y a des militants de droit au Liban qui aujourd'hui exigent absolument, évidemment, que ces femmes africaines et asiatiques puissent avoir un contrat de travail, des congés, puissent avoir leur papier d'identité sur elles, avoir capacité d'agence. Et vous voyez que là encore, on a réminiscence. Bien sûr, il peut y avoir de la bienveillance vis-à-vis de ces domestiques, mais en même temps, il y a une inégalité de traitement avec les restes des travailleurs libanais qui est absolument choquante quand on vient d'ailleurs. Ce n'est pas le cas seulement du Liban. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour vous mettre en contexte aussi de racisme un peu sud-sud, et j'attends avec plaisir vos questions, les questions d'étudiants, avec grand plaisir. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous poser une question sur le domaine des industries créatives. Selon vous, quel rôle a joué les industries créatives sur la question du racisme? Et aussi, est-ce qu'une inclusion est nécessaire à l'empowerment dont vous parlez et à une juste représentation? Très bien, merci beaucoup. C'est une question absolument intéressante et importante, puisque à un moment, j'ai parlé d'un racisme qui est représentationnel ou discursif, et j'ai parlé de théorie de justice liée à la reconnaissance. La reconnaissance au sens de reconnaître l'autre, au sens de respect et d'inclusion des personnes jugées autres ou qui sont et donc une demande de diversité. D'abord, c'est une question qui est aujourd'hui, les industries créatives, c'est bien une industrie, c'est un marché avec des consommateurs qui exigent cette diversité comme sur d'autres marchés. C'est-à-dire que les pourvoyeurs de culture sont aussi un peu en situation de pression de la part de leurs spectateurs, de leurs clients au sens large, pour une inclusion plus grande que ce que l'on connaît. Y compris dans le contexte de Black Lives Matter, les conversations bien avant ont été sur la représentation en nombre des acteurs afro-américains, par exemple, dans la société américaine, mais aussi les rôles qu'ils jouent. Les histoires, les narrations et donc les stéréotypes que le monde de la culture véhicule sont extrêmement structurants pour dépasser des questions de racisme. Ce qui veut dire que
On vit dans une société de consommation, une société de loisirs, et par conséquent, beaucoup de notre identité se forme en étant en connexion, en consommation de formes de créatives, de culture, d'initiatives, qu'elles soient marchandes ou non. Les thèmes sur lesquels et les manières dont c'est représenté vont nous donner accès à une variété de savoirs, mais aussi à des valeurs, des stéréotypes. À force d'être dès le plus jeune âge, finalement, face à un récit d'une personne noire en situation ou d'agressivité ou de victime ou de stéréotypes voilà, récurrents, on a une sédimentation de ces valeurs-là et une impossibilité aussi, une injustice vis-à-vis des gens qui veulent représenter d'autres réalités. Par exemple, aux États-Unis, il y a une bourgeoisie afro-américaine et il y a du succès qui est prégnant et qui est, si vous voulez, un peu masqué par ces narrations qu'on trouve dans des formes d'industrie créative qui en restent à soit minimiser la présence des Afro-Américains ou les montrer dans un genre qui est cantonné à des récits spécifiques, des esthétiques spécifiques, où on ne va pas suffisamment les voir comme banquiers, voilà, médecins, etc., ou en situation d'inspirer des gens, qu'ils soient afro-américains ou pas. Et donc démanteler, si vous voulez, les stéréotypes au travers des industries créatives est même une des fonctions les plus nobles de ce secteur, qui souhaite représenter à la fois le réel et le poétique, et donc dans ses dimensions les plus subtiles. Or, on manque de subtilité sur un certain nombre de sujets. Il y a un modèle qui est très intéressant, qui est le modèle de McCracken, qui est un anthropologue qui montre très bien qu'il y a des conversations dans la société, par exemple le racisme, qui vont être représentées par des acteurs marchands sous forme de ce qu'on appelle, nous, des marques, mais qui peuvent être des pourvoyeurs de culture dans les industries culturelles, mais que ces valeurs transitent par la mode, par le design, par les médias et par les créations au sens large. Donc, il y a une responsabilité forte de transfert de l'inclusion ou des discours progressistes sur les dimensions raciales dans la production artistique, et ça peut avoir un impact selon le modèle de McCracken. Tout ce qui va être réalisé, produit, va être promu aux consommateurs, et ces consommateurs vont avoir des rituels qui vont se modifier. On va par exemple, depuis 20 ou 30 ans, on a des élites absolument établies dont le genre musical favori va être le rap, alors que c'était vu il y a une vingtaine d'années comme quelque chose qui était cloisonné et marqué d'un discours de désavantage, si vous voulez, social. Alors qu'aujourd'hui, c'est non seulement un genre favori, mais il inspire les industries créatives, puisque vous allez trouver la marque Fenty pilotée par Rihanna au sein du groupe Louis Vuitton Moët Hennessy. Vous allez trouver Virgil Abloh, qui est un Afro-Américain, mais qui est aussi un architecte et un entrepreneur de talent, qui pilote la ligne masculine pour Louis Vuitton, un des symboles du prestige français et international. Et donc, évidemment, les industries créatives ont un grand rôle à jouer, à transformer les mentalités, à accompagner le changement et accompagner la reconnaissance de la diversité et de l'inclusion. Il y a une demande forte de la part des consommateurs qui oblige finalement actuellement toutes les marques à s'y intéresser, pas seulement les industries créatives. Bonjour. De mon côté, Bonjour. j'avais 2 questions en une. D'abord, vous avez parlé des migrants haïtiens et j'aimerais connaître votre regard sur la question du racisme pour ce qui est des migrants méditerranéens. Et aussi, ensuite, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une traite des migrants en Méditerranée? Voilà, merci. Merci beaucoup. C'est une question effectivement extrêmement
touchante que de voir que, en tout cas, pour une personne qui se vit comme méditerranéenne, puisque j'ai vécu et je suis née au sud de la Méditerranée, j'ai grandi une partie de ma vie en France, et qu'il y a un échange, et que pour moi, j'ai pas vu un changement extrêmement... il n'y a pas un schisme pour moi important, parce qu'il y a cette mer Méditerranée, une mer nourricière aussi sur le plan des idées, sur la constitution de ce qu'est l'Occident, par exemple, peut-être quelque chose pour relier entre les différentes conversations. Aujourd'hui, dans cette exportation, j'ai envie de dire, de cette question du racisme depuis le prisme nord-américain, il y a aussi eu toutes sortes de conversations qui ont commencé avant sur le clash des civilisations, des conversations sur aujourd'hui la conception de l'Occident et la conception en réalité de Western. Mais Western, c'est une conception précisément anglo-saxonne et nord-américaine. Et je me souviens toujours de cet article d'un journaliste de Barcelone, donc un Méditerranéen qui est allé s'installer en Californie et qui a fait un article en faisant mine de s'étonner, en disant j'ai été étonnée de devoir cocher la case hispanique en arrivant aux États-Unis, alors qu'en tant que Méditerranéen, je ne sais pas si je suis tout à fait blanc, ce n'est pas la manière dont je vois le monde, vous voyez. Et donc, à ce type de raisonnement, on peut trouver un écho dans les théories françaises de l'Occident précisément, et de l'école de Jacques Berck notamment, qui a toujours considéré que la Méditerranée dans son ensemble, sud, est et nord, était le berceau de l'Occident, parce que la démocratie, parce que il n'y a pas de schisme dans le sens où des Arabes ont traduit les Grecs, puisque c'est le même peuple qui tourne au cours des siècles avec des invasions, etc. Donc toutes ces notions-là, si on repart sur cette dimension de la Méditerranée comme là on a un drame très très important qui nous montre aussi ce que j'expliquais, à savoir des migrants par exemple subsahariens qui aujourd'hui sont rendus en esclavage, d'après les témoignages que nous avons, par les Libyens, et qui montrent encore une fois que ces catégories de blancs, noirs, etc., ne sont pas des catégories fixes et globales, mais que c'est bien des catégories de qui est le dominant et qui définit l'altérité, qui définit le dominé et qui l'a servi et pourquoi. Et là, on a un rapport nord-sud avec une fermeture des frontières du Nord, l'arrivée massive à la fois d'Afrique du Nord, mais de Sub-Sahara. Moi, je peux vous dire que j'ai un terrain en Algérie où on voit énormément de subsahariens comme migrants qui sont plus ou moins mal reçus, surtout en période de crise économique ou de crise politique. Et donc, du coup, au nord de l'Afrique, vous avez déjà un goulot d'étranglement où vous avez des subsahariens qui sont parfois en situation de grande vulnérabilité. Et on voit en Libye, effectivement, des situations vraiment dramatiques d'asservissement. Donc, sud-sud, avant une demi-heure ou une heure de vol, vous retrouvez encore une fois en situation de migrants de l'autre côté, en pensant avoir atteint l'Eldorado, mais là encore, vous avez des problématiques de droits humains extrêmement importantes, avec des gens qui se retrouvent vraiment, pour des raisons très variables, cette notion de migrant, de quelqu'un qui quitte, mais qui est un peu un terme un peu neutre, parce qu'il y a des réfugiés politiques, il y a des gens qui fuient la famine, d'autres l'oppression. C'est des situations très très variées. Il y a des gens qui sont instruits, éduqués, il y a des gens qui ont une instruction très faible, donc il y a des profils sociologiques vraiment différents, mais il y a la permanence d'un rejet, d'une barrière, qu'elle soit au nord de l'Afrique, en première barrière, ou du sud de la Méditerranée, avec des morts en Méditerranée qui sont vraiment une catastrophe humaine, pour justement aussi cette cohérence et cette solidarité qui était le berceau un peu
du principe d'hospitalitas en Méditerranée et qui ne trouve plus cours dans un système de globalisation et un système économique, des problématiques évidemment de crise et d'incapacité à accueillir le flux avec le respect des droits humains qu'on attend de civilisation dite avancée. Voilà ce que je peux vous dire sur le sujet. Et je vous remercie pour vos questions. Merci beaucoup, Madame Oramoun. Bonjour, donc je suis Pierre Coutel, je suis libraire chez Mola. Je suis très heureux, donc évidemment, de voir dès le matin cette salle remplie de jeunes gens attentifs à tout ce qui peut être dit. Moi, je vais pendant une quinzaine de minutes à peu près vous présenter, donc évidemment, en bon libraire, j'ai pris beaucoup trop de livres, sinon c'est pas drôle. Vous présenter quelques livres qui nous semblent importants sur à la fois la question de l'esclavage, la question du racisme. Donc, je crois que Madame Gombaud vous fera par la suite suivre la bibliographie de façon à ce que vous puissiez retrouver les références facilement. Alors, évidemment, hein, la bibliographie, elle est absolument considérable et immense. C'est pas à Madame Le Mahou que je vais la prendre. Donc voilà, j'ai essayé de prendre quelques livres qui me semblaient intéressants pour vous dans un cadre comme ça, à la fois de réflexion et d'approche du sujet. Alors, simplement, donc j'ai divisé en trois blocs, hein, un bloc d'essais, un bloc de littérature, puisque c'est un sujet largement traité par littérature, et puis deux bandes dessinées, d'ailleurs très différentes l'une et l'autre, pour essayer d'approcher ce sujet. Alors, de façon très en antériorité historique, on va dire, Les Traites négrières d'Olivier Pétré-Grenouillot, qui est un livre qui est paru en 2004 et qui est un livre qui, alors vous m'arrêtez hein, si je dis des bêtises, mais qui est un livre qui a été extrêmement important au moment de sa parution. On ne se rend pas forcément compte, mais en 2004, il n'y a pas énormément d'ouvrages grand public. Il y a beaucoup de recherches qui, évidemment, sont faites, mais il n'y a pas forcément beaucoup de grosses synthèses à jour des savoirs historiques sur la question des traites négrières. Et l'ouvrage d'Olivier Pétré-Grenouillot s'inscrit aussi dans quelque chose qui, depuis, n'a cessé de se développer, qui est ce qu'on appelle l'histoire globale, donc où il essaye de raconter les traites négrières, pas simplement au travers des traites atlantiques, telles que pour le coup c'est évidemment abordé dans Mémoire noire, mais aussi dans l'ensemble du mouvement d'esclavage. Donc c'est une histoire globale de l'esclavage, une histoire globale des traites négrières, et avec aussi, comme vous l'avez fait par ailleurs, un double mouvement qui est à la fois raconter cette histoire et essayer de rendre compte de la mémoire de cette histoire aujourd'hui. Donc évidemment, avec l'esclavage, on a toujours ces deux moments qui sont très importants pour bien comprendre les enjeux, à la fois raconter, essayer d'établir un état des savoirs, et entre autres, parmi les tâches accomplies par Olivier Pétré-Grenouillot, il y a le fait que, au-delà de la question de la traite atlantique, il est aussi fait des synthèses sur les deux autres traites importantes négrières, qui sont les traites intra-africaines, donc ce qu'on appelle la traite orientale, qui est plutôt donc la traite faite par des marchands musulmans sur la côte est de l'Afrique, et puis les traites internes à l'Afrique, où finalement il y a des marchands noirs qui vendent d'autres Africains. Alors ce qui fait qu'il y a une somme de polémiques qui, je pense, sont un peu apaisées maintenant, mais il a établi effectivement l'ensemble de ce circuit-là, qui évidemment, comme vous le savez, concerne des millions de gens. Mais c'est vraiment, alors c'est un livre très accessible. Si vous voulez lire les 200 pages de notes, vous pouvez, mais si vous ne les lisez pas, c'est pas grave. Et le cœur du livre est absolument passionnant. C'est un livre très clair, très bien écrit sur la question des traites négrières. En point de focus, si l'on veut, Marcus Rediker, qui est un grand historien anglais, aussi sur la question atlantique, un livre qui s'appelle À bord du négrier. Alors ça, c'est autant le livre de Pétré-Grenouillot brasse et en durée et en espace une zone extrêmement large. Là, ce qui est absolument passionnant dans le livre de Rediker, c'est qu'il essaie de comprendre ce que c'est matériellement, comment fonctionnent les bateaux négriers. Et donc, en fait, il va synthétiser au travers de tout un tas de figures, à la fois de capitaines, mais aussi d'esclaves, comment fonctionne le bateau, quels sont les rapports de pouvoir au sein du bateau, comment on devient capitaine d'un bateau négrier, est-ce que c'est un choix de la part des capitaines, est-ce que c'est, il faut bien travailler, donc ils prennent ces fonctions-là, et aussi bien la question des révoltes d'esclaves sur les bateaux, la question des maladies, etc. etc. Donc c'est un livre absolument passionnant, très dense, qui raconte vraiment dans le détail ce que c'est qu'un bateau négrier. Ce qui fait sa force, c'est il montre qu'évidemment il n'y a pas qu'un cas de figure, c'est la somme de tout un tas de figures possibles.
Alors, excusez-moi, je cours un peu. Alors, un livre évidemment très important sur la question du racisme, qui est Le Race et Histoire de Claude Lévi-Strauss. Alors, c'est souvent un livre qui est abordé en terminale, en classe de philosophie. Donc, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà lu. Alors, c'est un livre qui est très important. Et c'est aussi, je pense, important de rappeler le contexte dans lequel peuvent être écrits ce type de livre. C'est un livre qui est commandé en 1952 par l'UNESCO à Lévi-Strauss. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est qu'évidemment, quand on demande à quelqu'un un livre sur le racisme en 52, l'horizon immédiat derrière, pour le coup, c'est pas la question noire, c'est beaucoup plus ce dont on sort, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, et c'est-à-dire effectivement le génocide juif. Donc, néanmoins, c'est une grande synthèse que fait Lévi-Strauss sur la question de comment, là pour le coup, on rejoint les différentes interventions, comment s'est construit cette idée de racisme, le rapport entre race et culture, et comment les deux fonctionnent, et comment, à partir de constructions historiques, on essaye de penser le développement des civilisations. Et comment c'est justement en essayant, c'est en essentialisant les civilisations qu'on fabrique le racisme, en disant, puisque tel peuple a inventé la poudre, alors qu'au même moment d'autres mangeaient dans des auges en pierre, ça prouve qu'il y a des civilisations supérieures à d'autres, donc des races supérieures à d'autres, donc on peut dominer, etc. etc. Et donc lui démonte complètement tout ce mécanisme-là. Donc pareil, c'est un texte très clair, c'est vraiment un texte qui a été commandé à Lévi-Strauss pour diffuser l'idée qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les races, que tout ça sont des constructions à la fois historiques et intellectuelles. Et puis, il ne faut jamais oublier que le grand maître de Lévi-Strauss, c'est Montaigne, et que évidemment, il a beaucoup écrit sur Montaigne. Et entre autres, il y a le fameux texte que vous avez, j'imagine, aussi étudié au lycée, qui est le texte qui s'appelle Des cannibales, dans lequel, justement, Montaigne travaille la question de savoir ce qu'est la possibilité de comparer ou non des civilisations et de hiérarchiser la valeur entre les civilisations. Alors, Papendiaï, La condition noire, essai sur une minorité française. Donc ça aussi, c'est un livre qui a vraiment fait date, un livre qui est paru en 2008, et dans lequel, je pense pour l'une des premières fois, on avait une synthèse grand public de ce que c'était, effectivement, de ce qu'était à la fois historiquement et sociologiquement, et ça c'est l'une des forces du livre par rapport peut-être aux autres livres que je vous ai présentés jusqu'ici, sur ce qu'est à un moment donné la question de ce que lui appelle la condition noire. Et justement, le mot de condition est très important, puisqu'il a pour objet de mettre de côté justement la question de l'essentialisation et de la race, en montrant justement, et là on rejoint évidemment aussi l'intervention de Madame Ourahmoune, le fait que viennent se sédimenter à la fois des questions sociales, des questions de classe, des questions de niveau de vie dans toutes les questions de conditions noires, et que finalement c'est aussi dans la façon dont on est perçu au sein d'une société, la façon dont on peut accéder ou non à certains métiers, la façon dont on est à contrario enfermé dans d'autres métiers. Il a des pages absolument passionnantes dans lesquelles il montre comment vient s'articuler, par exemple dans le cas du sport, on reconduit un très grand nombre de stéréotypes racistes dans la façon dont on survalorise, on va dire, le sport comme option d'émancipation sociale pour les Noirs. Donc c'est un livre absolument passionnant. Qui donne justement, alors même si la condition n'a pas vraiment changé, on peut penser depuis une douzaine d'années, sur effectivement ce que c'est à la fois sociologiquement et politiquement, parce qu'évidemment c'est aussi cette question-là qui est importante, la question de la place des Noirs dans la société française. Oui, on va y arriver. On y arrive toujours. Hop là. Alors là, brièvement, parce que on recoupe des sujets de ce matin aussi, un livre qui vient juste de paraître, alors qui est un livre donc de James Woolvin, Histoire du sucre, Histoire du monde. Alors ce qui est intéressant, c'est que Woolvin est un historien de l'esclavage pour le coup, mais le livre, il y a évidemment tout. Donc c'est une histoire du sucre. Comment est-ce que on découvre le sucre? Comment est-ce qu'on l'exploite? Comment évidemment il y a une articulation qui a été évoquée entre esclavage, traite négrière et culture du sucre. Mais ça, ce n'est qu'un chapitre, si vous voulez, au sein de l'histoire du sucre, même si c'est, on va dire, une sorte de moment fondateur. Ce qui est très intéressant dans ce livre-là, c'est qu'il déploie sur le long temps, donc du XVIIe à nos jours, la question de comment, le fait que le sucre a à la fois des conséquences, donc comme on l'a vu, humaines, mais aussi des conséquences écologiques considérables, mais aussi des conséquences même sur les méthodes de travail, sur le fait que la façon dont fonctionnent les plantations sont aussi des choses qui ont pu servir pour des capitaines d'industrie dans la mise en place de logiques de travail à la chaîne. Et puis,
on retrouve à la fin du livre le fait que la question du sucre au prisme de l'obésité, et on sait à quel point cette question est importante dans l'état actuel, par exemple, des États-Unis, et comment, évidemment, on retrouve ce moment dans lequel c'est, dans une très grande majorité, les populations noires et les populations latino-américaines qui sont en première ligne, et là, pour le coup, pour des questions aussi de déterminisme social, si l'on veut, les plus victimes de cette obésité, de ce poids du sucre dans l'alimentation, avec le fait que c'est quand même tout un mécanisme, alors sans offenser, évidemment, nos amis de Kedge, mais c'est tout un mécanisme marketing qui a permis effectivement la mise en œuvre de cela, avec des choses assez passionnantes qui racontent comment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Coca-Cola obtient une dérogation de la part du président américain pour avoir un accès illimité au sucre pour ses boissons, alors que le sucre est rationné pendant ce moment-là, pour pouvoir diffuser au maximum, alors là pour le coup vraiment dans une logique de soft power, les boissons au moment de la libération. Justement, puisqu'on évoque la libération, alors on va aborder la partie fiction avec un pas de côté assez étonnant, donc une bande dessinée qui s'appelle 5 branches de coton noir, de Cuser et Sante, alors qui est vraiment une fiction, mais qui a le pouvoir de la fiction, qui est de rendre intelligible le réel. Et donc là, en l'occurrence, si vous voulez, on part d'une chose qui n'est pas forcément très connue, qui est la question des régiments noirs pendant la Deuxième Guerre mondiale, où évidemment les Américains pratiquent une forme de ségrégation, et on suit en parallèle un régiment noir arrivant en Europe et la libération de l'Europe, et une histoire qui, elle, est on va dire, complètement fantasmée, dans lequel il y aurait une sorte de secret dans le drapeau américain, qui est que, sous la forme initiale du drapeau américain, avec les étoiles en cercle, il y aurait une étoile noire cachée sous une étoile blanche. Mais, donc là, c'est la dimension un peu fantasmatique et fictionnelle du récit, mais il y a un double récit qui se passe en 1944 et à la fin du XVIIIe siècle, et qui est tout à fait passionnant, et c'est très très bien, le dessin il est très remarquable, avec un jeu entre autres sur les couleurs qui est tout à fait saisissant, et c'est pas une bande dessinée très connue, mais qui est tout à fait passionnante sur cette question-là. On va essayer de faire, on va peut-être abréger un peu. Alors, je vous ai pris 4 romans, pardon, que je vais vous présenter par ordre chronologique de leur déroulement. Alors, peut-être vous connaissez celui-là, donc je vais vous le prononcer à la bordelaise, hein, donc Underground Railroad, de Colson Whitehead. Colson Whitehead, qui est l'un des plus grands écrivains contemporains américains. C'est un livre qui a eu très nombreux prix et qui raconte l'histoire de l'évasion de Cora, qui est une jeune esclave et qui va s'échapper par ce qu'on appelait le chemin de fer souterrain. Le chemin de fer souterrain, alors qui était une métaphore, hein, qui n'était pas un vrai chemin de fer. Dans le livre, il s'amuse à en faire un vrai chemin de fer qui parcourt comme ça le dessous des États-Unis. Ce qu'on appelait le chemin de fer souterrain, c'était, on va dire, la façon dont un certain nombre de personnes organisaient les fuites d'esclaves des plantations vers le nord des États-Unis. Et donc Cora fuit, et là où le livre est absolument passionnant, c'est que au long de sa fuite, elle va rencontrer, si vous voulez, toutes les figures possibles du rapport aux autres, et entre autres du rapport aux Blancs, qui va des gens qui semblent bienveillants, mais dont on voit finalement qu'ils ont une sorte d'horizon assez étrange, qui est celui de la stérilisation des femmes noires, puisqu'on voit aussi, ça, Whitehead en rend très bien compte, qui est le poids de la question sexuelle dans l'obsession des Noirs aux Blancs. Des blancs aux noirs, excusez-moi. C'est-à-dire qu'au-delà de la question raciale, il y a l'idée que potentiellement, il y a une sorte d'invasion par la démographie, par le sexe. Il rend ça de façon assez saisissante. Et il y a un moment assez drôle, si l'on peut dire, où il arrive dans un état dans lequel les blancs se disent en fait on ne s'en sortira pas, il faut qu'on arrête l'esclavage, pas du tout parce qu'on est vertueux, mais parce qu'en fait ils ont peur justement de ce changement démographique. Et il y en a un qui dit oui, mais il y a une solution, en fait on va faire ça avec les Irlandais, parce qu'en fait les Irlandais ils sont aussi faciles à asservir que les Noirs, et en plus ils sont catholiques. Donc voilà, il y a tout un jeu comme ça où elle rencontre toutes les figures possibles de la ségrégation, mais aussi il n'y a pas que des figures négatives. Et le livre est extrêmement prenant parce qu'il y a entre autres un personnage tout à fait saisissant de chasseurs d'esclaves, qui est donc des gens qui étaient payés par les plantations pour retrouver les esclaves en fuite, et qui est une sorte comme ça de mal absolu, tout habillé de noir, et qui poursuit le personnage, qui fait qu'on est pris dans un récit extrêmement haletant. Beloved de Toni Morrison, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais qui est probablement l'un des plus grands livres justement sur le... Alors,
pas dire, enfin, à la fois sur l'esclavage, sur le moment juste après, donc ça se passe en 1873, donc juste après la guerre de sécession, et qui est à la fois un roman d'amour maternel absolument fou, une histoire de maison hantée, une histoire de la façon dont, évidemment, métaphoriquement, l'histoire de l'esclavage hante les États-Unis et hanteront toujours les États-Unis. Et c'est un livre absolument déchirant. Enfin, normalement, vous pleurez de la 10e à la 200e page. Enfin, c'est un livre absolument redoutable, mais c'est aussi un livre qui rend très bien compte de la question de la façon dont l'esclavage est une question physique, politique, mais aussi une question mentale, et de ce que ça produit en termes de destruction mentale. De façon un peu plus légère, alors je crois que ça a été adapté en série, voilà, par HBO, Lovecraft Country. Alors vous avez peut-être vu ce film qui s'appelle Green Book, qui racontait l'histoire d'un jazzman noir convoyé par un chauffeur blanc dans le sud des États-Unis. Et en fait, on reprend cette idée-là dans ce livre-là, où le personnage principal revient de la guerre de Corée, donc il est noir, son père a disparu, et avec son oncle, qui est l'un des rédacteurs du Green Book, donc qui était ce livre écrit par des Noirs pour dire justement aux Noirs qui s'aventuraient dans le sud quels étaient les endroits qui, disons, étaient les moins dangereux. Ils partent à la recherche du père. Et là, l'histoire devient assez folle, puisqu'on se rend compte que le père est séquestré par une branche assez singulière du Ku Klux Klan, qui a fait une alliance objective avec Cthulhu. Donc, c'est-à-dire avec des monstres ctoniens venus des profondeurs du temps et de l'espace. Alors, ce qui fait que le livre a deux niveaux, il fonctionne très très bien. Il y a cette dimension-là très forte, un peu SF, complètement fantastique, qui fait que le livre est très prenant de ce côté-là. Mais évidemment, tout ça fonctionne comme métaphore, tout ça fonctionne sur la question de qu'est-ce que c'est que le mal, qu'est-ce que c'est que la force, etc. Et c'est un livre vraiment, vraiment extrêmement intelligent. C'est pas un pur divertissement qui utilise et qui dévoie une question en utilisant des recettes, on va dire, de grands guignols. C'est vraiment un livre qui fait penser à la question des Noirs. Donc là, on est dans les années 50. Et pour arriver aux années 2000, un autre très grand livre, La Tâche de Philip Roth, que vous connaissez sûrement de nom, qui a fait l'objet d'une adaptation cinématographique que je vous invite à surtout ne pas voir, mais qui est donc un livre vraiment admirable, et qui est un livre qui voulait où l'auteur part, donc le personnage principal, un jour, dans sa classe, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de choses, il y a un enseignant qui s'énerve, puisqu'il y a deux élèves qui ne sont jamais là. Il dit, mais c'est vraiment des zombies, j'en ai marre. Et en fait, zombie, c'est une expression qui, aux États-Unis, est une expression raciste. Et il s'avère que, alors que le prof qui ne les a jamais vus l'ignore, que les élèves sont noirs. Donc, il est chassé de son université parce qu'on considère que le prof est raciste. Et donc là, on part dans toute une histoire qui est son histoire personnelle. Je ne vous dévoilerai pas l'intrigue, mais c'est aussi, ça interroge à la fois la question des Noirs aux États-Unis, mais aussi la question extrêmement contemporaine de la question de la liberté de parole, de la question de la critique, de la question de ce qu'il est possible ou non de dire, de la question de l'offense, etc. Et donc, sachant qu'on c'est un livre qui a une vingtaine d'années. Hein. Donc ça, c'est pour ça le livre est extrêmement impressionnant. On y est arrivé. Sous un peu en... Alors si, pour finir, excusez-moi, une dernière parution. Là aussi, on est au croisement de plusieurs disciplines. Donc une bande dessinée biographique sur Frantz Fanon. Frantz Fanon, donc, est l'un des très grands intellectuels de la décolonisation, qui est un psychiatre d'origine martiniquaise et qui a écrit deux livres dont vous connaissez sûrement les titres, qui sont L'un peau noire et Masque blanc, et l'autre Les damnés de la terre. Et là, c'est un livre qui va raconter toute la pensée de cet homme-là au travers d'un moment particulier qui est le moment où il rencontre Jean-Paul Sartre à Rome, juste avant, d'ailleurs, peu de temps avant de mourir. Et pour revenir, on l'évoquait tout à l'heure avec Beloved, c'est aussi un livre qui interroge comment s'articule la question de la décolonisation à la fois comme question politique et comme question raciale, mais aussi comme question psychiatrique, c'est-à-dire ce que fait la colonisation et ce que fait le racisme à l'esprit des gens, et aussi évidemment par là-dessus la question de la libération comme opération politique. Voilà, merci beaucoup.